C'est bon pour l'enregistrement. Alors, hop. Alors là, vous voyez quoi exactement? Juste pour Au info. PowerPoint. Ouais, un PowerPoint. Le PowerPoint? Ok, très bien. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce tout premier webinaire de notre série Regards croisés. Je suis Alim Megarbi, consultant, formateur sur les sujets LCBFT et également auteur du livre Money Mask, les dessous du blanchiment d'argent, dont Mustapha, mon collègue et ami, m'a fait l'honneur d'écrire la préface. Expert connu et reconnu en lutte contre la criminalité financière. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour inaugurer cette initiative. Donc, qu'est-ce que Regard Croisé? C'est bien plus qu'un simple webinaire, c'est une série que nous lançons dès cette année avec l'objectif d'organiser chaque mois une session qui confronte des perspectives variées, toujours liées au crime financier. Alors, vous allez nous dire pourquoi? Ben, tout simplement parce que nous sommes passionnés par ce sujet-là, mais également parce que c'est un sujet euh, qui nécessite souvent de croiser les regards, d'échanger avec l'ensemble des acteurs qui luttent contre le blanchiment d'argent, pour lutter efficacement contre ce fléau. Donc, alors je demande juste un instant, je mets en diapositive. Ça va. Oh, mince. Bon, bon, c'est pas grave. Euh, donc, je vous disais que voilà, pour cette première édition, nous avons choisi un thème assez, somme toute, assez classique, mais complexe à la fois, qui est blanchiment d'argent entre la théorie et puis la réalité. Nous sommes partis du postulat qu'entre les textes réglementaires, notre quotidien comme compliance officer, ou ce qui se passe réellement sur le terrain, il peut y avoir un gap. Et c'est précisément ce fossé que nous allons tenter de combler aujourd'hui. Alors pour ce premier épisode, nous avons le privilège de recevoir deux intervenants d'exception. Je pèse mes mots, à savoir Quentin Mug, officier de liaison de la France à Europol et auteur du livre Argent sale, la traque. C'est un livre que je vous invite à lire, captivant et que l'on dévore en quelques heures. Et puis Abdelhak El Idrissi, journaliste, enquêteur pour le journal Le Monde, spécialisé dans les affaires financières, qui nous régale avec ses articles et ses enquêtes, et notamment les Dubai Papers, et puis le dernier en date, Dark Bank. Très intéressant. Donc, nous avons structuré ce webinaire en quatre parties. Tout d'abord, comprendre le blanchiment d'argent entre cadre théorique et réalité. Ensuite, nous allons essayer d'évaluer les conséquences du blanchiment d'argent sur les économies, les institutions et les populations. Et enfin, nous chercherons à identifier des pistes d'amélioration pour renforcer la lutte. Et en conclusion, nous laisserons la parole pour une session de questions-réponses. Alors, nous avons 1h30, ça peut paraître long, mais ça risque d'être assez court finalement. Mais avant de commencer la salve de questions, je tiens à remercier chaleureusement Quentin, Abdelhak et Mustapha pour leur présence, et également tous les participants qui nous font confiance. Donc, sans plus attendre, ma première question, à l'attention de Quentin. Dans ta carrière, tu as participé à plusieurs schémas de démantèlement de blanchiment d'argent, notamment liés au narcotrafic. Tu en parles dans ton livre avec les enquêtes virus et rétrovirus. Est-ce que tu peux nous expliquer les phases de blanchiment que tu as pu identifier sur le terrain? Ouais, merci beaucoup de me poser cette question-là et je suis vraiment ravi d'être là. La question des phases de blanchiment, c'est un problème qui revient souvent parce que traditionnellement, on détermine trois phases de blanchiment. Dans les faits, les choses se passent quand même assez différemment. Je pense qu'il faut se placer vraiment du côté du besoin, en fait, du trafiquant, en l'occurrence, dans le cas de virus, quoi. Ce que les gens veulent, en fait, c'est vraiment exfiltrer leur argent. C'est-à-dire que la problématique de la justification mensongère, elle arrive vraiment dans un second temps. Ils cherchent le moyen, en fait, le plus rapide, le moins risqué, et puis le moins cher aussi, parce que la problématique du coût est importante, de faire en sorte que leurs fonds puissent être exfiltrés le plus loin possible du lieu de commission de l'infraction elle-même.
Et c'est la raison pour laquelle, en fait, dans la plupart des grosses opérations de blanchiment, et en tout cas en tout ce qui concerne le trafic international de stupéfiants, c'est un peu contre-intuitif. Ce qu'on voit le plus, c'est du cash. C'est-à-dire, on s'attendrait à voir des armées d'avocats, des choses extrêmement complexes, des trusts internationaux, ça, tout ça existe. Mais ce qu'on constate, et ce que je peux constater au quotidien en étant à Europol, hein, puisque Europol est l'agence européenne qui traite des problématiques criminelles dès lors qu'il y a au moins 2 États européens concernés, plus les dossiers sont importants en termes de volume d'argent, hein, plus en fait on se retrouve face à des problématiques dites d'Awala, c'est-à-dire en fait des opérations de compensation internationale qui reposent en fait sur des choses très simples. C'est collecter du cash à un endroit et faire en sorte de transmettre, si ce n'est le cash lui-même, sa contre-valeur. Ils font des opérations de swap, en fait, où l'argent devient une marchandise qu'on va acheter avec un petit discount parce que c'est de l'argent sale, par exemple en France, et on va se faire mettre à disposition une somme équivalente dans une autre juridiction. Ça peut être n'importe où, on va prendre Dubaï par exemple, puisque c'est le sujet ces temps-ci, en payant une commission en fait, qui en fait est moins une commission qu'une assurance, on pourra revenir sur ce point-là par la suite. Donc on est vraiment face à une problématique de compensation internationale. Voilà ce qu'on voit. Et là du coup, la question des phases se pose moins, parce que l'idée c'est de se retrouver dans une situation où on n'aura pas à répondre à trop de questions. Et si des questions sont posées, que le lien entre l'origine de l'argent et l'argent effectivement identifié dans un pays tiers soit quasiment impossible à établir. Voilà leur vraie problématique. C'est-à-dire qu'on se concentre beaucoup, quand on lutte contre le blanchiment, sur le problème de la justification mensongère de l'origine des fonds, alors que la première demande des criminels eux-mêmes, c'est plutôt comment mettre mes fonds à l'abri. La question de justification arrivera plus tard. On le voit. Hein. Et ça, en fait, bon, ça a l'air de rien quand on le dit comme ça, mais c'est très important, notamment pour les gens qui sont dans les métiers de la compliance, hein, et qui sont là pour scruter les transactions financières dans l'espoir de trouver des indices qui leur permettraient de révéler des infractions de blanchiment et puis l'infraction sous-jacente. C'est qu'en fait, le but de l'opération, c'est précisément de ne pas en laisser, et tout ça se déroule en dehors du système bancaire. Ce qui ne signifie pas que l'argent n'y retournera pas, il y retournera, en tout cas au moins une partie. Mais en un temps et en des lieux et sous une forme qui rendront extrêmement complexe la détermination de l'origine des fonds. Ok, très bien. Et, est-ce que tu as pu... est-ce Saisir que de tu... l'argent, oui, j'ai pu. est-ce qu'il y a des... est-ce qu'il y a des opérations, une opération typique que tu pourrais nous décrire? Il y en a de nombreuses. Hein. Bon, là, ces derniers temps, en plus, j'ai participé assez activement à toutes sortes d'opérations récentes sur ce qu'on a appelé les plateformes cryptées de communication, qui a été un très gros révélateur en fait d'activités criminelles de très haute intensité sur la planète entière. D'ailleurs, c'est l'objet de l'article du Monde que Delac a écrit. En partie, il prend un exemple, mais il y en a eu plein d'autres. Encore une fois, ce qu'on constate, c'est que certes, il y a de la crypto, certes, il y a des opérations qui sont bancaires, etc. Mais l'écrasante majorité des opérations internationales se font en cash. De ce point de vue-là, l'affaire que je décris dans le bouquin dont tu as parlé, là, Argent sale, la traque, finalement est un bon exemple parce qu'il n'y a pas eu de changement radical dans les mécanismes employés à l'époque de cette affaire-là qui remontait à 2012-2013 par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui en 2024-2025 et tristement par rapport à ce qui se passait dans les années 90, hein, voire avant. C'est-à-dire que la concentration sur de l'attention et des vérifications sur les opérateurs financiers officiels, qui est faite à grand renfort de législation de plus en plus exigeante, etc., à juste titre, mais aussi de manière extrêmement publique. Chacun le sait que toutes les transactions peuvent être criblées, vérifiées, qu'il y a des systèmes de vérification automatique, a poussé de fait les gens qui n'utilisaient pas déjà toute cette population vers des moyens alternatifs qui ne transitent pas par ces systèmes-là. Et donc, dans le cas de virus, c'était intéressant parce qu'on voyait surtout, alors au-delà des mécanismes eux-mêmes qui étaient quand même assez simples, puisqu'il s'agissait pour une personne qu'on appelle un money broker, un courtier en argent, parce qu'encore une fois, l'argent est considéré comme une marchandise. Vous avez un individu
qui dans le cas d'espèce était au Maroc et qui était chargé par les trafiquants eux-mêmes, qui venaient le voir physiquement, hein, de récupérer des fonds issus du trafic de drogue dans toute l'Europe. Donc il va envoyer ces équipes de collecteurs, on les appelle, récupérer cet argent, mettre ça dans des sacs. Et ensuite, il va tenter, autant que possible, d'essayer de revendre cet argent à une clientèle qui a le besoin inverse. C'est des gens qui ont de l'argent bancarisés à l'extérieur. Peut-être ont-ils des trusts ouverts par Mossack Fonseca dans le cadre des Panama Papers. Là, donc, ce sont des gens qui ont commis des infractions financières plus classiques de type détournement de fonds, abus de biens sociaux, fraude fiscale massive. Et eux souhaitent récupérer du cash parce que ça leur est difficile, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, de faire un transfert de virement bancaire vers leur compte, sans quoi ils risqueraient fort de se faire épingler par Tracfin si c'est en France. Bon. Donc, ils vont vouloir échanger en fait de l'argent déjà bancarisé à l'étranger contre des fonds en liquide disponibles du fait du trafic de drogue. Et en fait, le courtier, il fait ça. Il met en relation des gens aux besoins inverses. Et donc, on s'est retrouvé dans Virus, et ce qui a fait un peu tout l'intérêt du dossier, dans une situation où on avait un gestionnaire de fonds basé en Suisse, au contact d'un courtier des trafiquants de drogue lui-même au Maroc, qui s'étaient mis en fait en cheville, tous les deux. Le Suisse fournissant la clientèle de fraudeurs fiscaux cherchant à récupérer de l'argent liquide, et le Marocain mettant à disposition les sommes en question en échange de virements qui, là, pour le coup, s'effectuent entre les structures déjà offshore vers les comptes des trafiquants. Bon, c'est pas aussi linéaire que ça, mais en substance, c'est l'idée. Bon, pour des sommes importantes, puisqu'on a réussi à tracer quand même 1 milliard d'euros dans ce dossier-là. On a pu saisir un peu plus de 100 millions et on a identifié plus d'1 milliard. Donc, voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit la puissance de l'enquête financière, puisqu'à l'origine, on part d'un trafic de cannabis local en banlieue parisienne. Et si en étudiant l'activité en fait de ces équipes de collecteurs et donc du courtier et donc de son correspondant suisse, qu'on a pu mettre un jour en fait un réseau qui dépassait de très très loin le simple cercle des trafiquants de cannabis sur lesquels on enquêtait initialement. Je ne sais pas si ça répond à ta Ouais, question. non, mais totalement. Et ce qui est également intéressant, et je me rappelle bien dans ton ouvrage, tu expliques qu'il y avait une conseillère municipale de Paris qui, à la base, n'a absolument rien à voir avec le trafic de drogue, mais qui avait des comptes en Suisse et donc finalement qui s'est retrouvé dans cette affaire. En fait, on a trouvé un peu de tout. On a trouvé des avocats, des producteurs de films, des restaurateurs, tout un tas de gens hein, qui, effectivement, eux, avaient, pour des raisons qui variaient, hein, avaient des fonds non déclarés à l'étranger et qui voulaient récupérer du cash. Mais bon, vraiment, c'était assez intéressant avec, en plus, derrière un deuxième volet qui, lui, s'appuyait, parce que c'était difficile de revendre, il y avait beaucoup d'argent, il fallait trouver beaucoup de clients. C'était difficile de tout revendre, donc il y avait aussi tout un mécanisme qui lui reposait sur l'achat et le transit d'or vers Dubaï. Voilà. C'est intéressant. Mais après, si vous voulez, bon, voilà, après, c'est rentrer un peu trop dans les détails, mais je l'explique bien dans le bouquin. Ce qui se produit, si vous voulez, c'est que les courtiers, bien souvent, en fait, remportent de gros contrats pour des sommes très importantes, plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions, ça peut être absolument énorme, hein, auprès de très gros trafiquants. Et plutôt que de s'occuper eux-mêmes de la collecte et de la redistribution, ils vont revendre à la découpe ces contrats de blanchiment à en fait des courtiers de niveau inférieur qui, eux, détiennent une clientèle susceptible d'acheter l'argent en question. Et quand ce n'est pas le cas, il est fréquent que ces courtiers de niveau 2 revendent à des courtiers encore d'un niveau 3, voire 4, voire 5. Ce qui fait que vous avez après des situations où nul ne sait d'où vient précisément l'argent et où il va. Sauf que les commissions, elles, sont partagées. Mais par contre, le client initial, le gros trafiquant, lui, va récupérer ses fonds. Et ça pose aussi le problème de la saisie. Parce que bon, en proportion, on ne peut pas dire que les saisies des avoirs criminels soient pour l'instant vraiment un motif de se réjouir. Enfin, il y en a quand même beaucoup, mais quoi qu'il en soit, si l'argent est saisi à un stade un peu lointain, c'est-à-dire si on ne saisit pas directement l'argent de la drogue quasiment dans les mains des trafiquants eux-mêmes, il y a fort à parier que vous saisissiez en fait l'argent non pas du trafiquant, mais de son client. Parce que l'argent a été vendu. Et c'est pour ça que je disais que la commission est en fait une assurance, parce qu'au moment même où la remise des fonds se fait dans les mains d'un collecteur de courtier, il y a un transfert en fait de responsabilité. Et c'est pour ça qu'ils appellent souvent ces remises des amanas. C'est un truc qui est un peu issu des traditions au Maghreb. En fait, c'est le transfert de la chose confiée. En fait. On transfère la responsabilité. Ce qui fait que quand vous payez votre commission, vous payez en fait la certitude que quoi qu'il advienne, saisie, perte, vol, vous serez payé à l'arrivée.
Et pour un enquêteur, c'est intéressant. Quand vous l'avez compris, vous savez que vous pouvez intervenir de façon répétée sans que jamais le client final ne soit au courant. Puisque ce qui fait la prospérité d'un bon blanchisseur, c'est d'abord sa réputation. C'est très mauvais pour eux, une réputation de blanchisseur, de se faire saisir de l'argent. Et on se rend compte que finalement, en termes de circuit, même en termes de pays, il y a plusieurs pays. Tu as mentionné plusieurs pays, la Suisse, la France. Donc la France, c'était la base de ce trafic de drogue. Et finalement, cet argent a circulé via la Suisse, via le Maroc, via Dubaï, via l'Inde. Si j'ai bien compris, on se rend compte que l'argent a circulé à travers le monde via différents process. Ah bah oui, parce qu'en fait, c'est toute la beauté de cette activité de lutte anti-blanchiment, c'est qu'en fait, comme le mobile du crime, c'est l'argent, enfin, mis à part les crimes passionnels et dans une certaine mesure le terrorisme, les gens, en fait, ne se lèvent pas le matin avec l'idée fixe de trafiquer de la drogue. Ils veulent gagner de l'argent. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui ça les rapproche de toute une autre série de délinquants et de criminels qui, en fait, ont le même objectif, puisque essentiellement, c'est une activité qui vise à gagner de l'argent, quoi. Ce qui fait qu'en fait, comme le trafic de drogue est quand même à l'origine d'une bonne partie de l'argent liquide de tous ces réseaux souterrains, c'est ce trafic qui va en fait générer des fonds en quantité énormes qui vont permettre d'alimenter ensuite et de permettre la perpétuation d'une foule d'infractions qui en apparence paraissent totalement déconnectées. On aurait tendance à penser qu'il y a d'un côté le crime organisé, avec des gens qui font des opérations un peu basiques, et puis après la délinquance en col blanc, avec des gens très intelligents, très bien conseillés, qui sont capables de maîtriser en finesse toutes les arcanes de la finance, etc. Et puis la crypto, etc., etc., les infractions cyber, il n'en est rien. En fait, vous avez un ensemble d'opérateurs qui vont se mettre au service de quiconque les paye. C'est ce qu'on appelle dans le jargon européen crime as a service. Ils mettent à disposition une capacité à rendre un service. Le service, c'est quoi? C'est je veux mon argent sous la forme que je te demande, rapidement, à faible coût et avec un risque zéro, j'insiste. Le risque, c'est zéro. Donc, si vous voulez, dans un environnement où, et c'est pas moi qui invente les chiffres, hein, c'est l'UN Odyssey et puis plein d'autres organismes, où on se retrouve quand même avec environ 1% de l'ensemble des avoirs criminels mondiaux saisis par an, donc un taux de succès de 99% si on raisonne à l'envers pour le blanchisseur, lequel taux de succès se mue rapidement en 100% en ce qui concerne le trafic en lui-même, puisqu'on vient de le voir, de toute façon, il sera payé. C'est pas une situation qui va beaucoup inciter les gens à modifier leur façon de fonctionner. Hein, puisque quand vous avez un taux de satisfaction client de 100%, bon, la recherche et le développement, ce n'est pas forcément votre besoin le plus criant. Euh, et, et, donc, euh, et donc, voilà, ils procèdent de cette manière-là, et ce faisant, ils permettent à l'ensemble de la machine criminelle de fonctionner. C'est vrai que les blanchisseurs sont des personnages très intéressants pour un policier parce qu'ils sont au centre du jeu. C'est-à-dire qu'eux savent. Et puis après, tous les mécanismes complexes qui sont mis en œuvre derrière, par exemple, cet argent qui va pouvoir collecter, le blanchisseur va pouvoir mettre en place des stratégies. Par exemple, dans le commerce international, il va acheter, on a vu beaucoup d'affaires avec des voitures, de l'or, des montres, que sais-je. J'ai même eu un dossier avec des planches originales de Tintin, donc ça peut être un peu de façon à pouvoir masquer l'origine des fonds. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus à faire de l'argent, on va faire transiter à l'international, je sais pas, des voitures, par exemple, on va les revendre dans l'Afrique de l'Ouest, au moins d'une société qui elle-même va faire un profit. On va pouvoir justifier tous ces fonds, ou pas les justifier si on n'a pas besoin, et on va pouvoir comme ça créer une fiction qui va permettre de réutiliser une partie des fonds. Mais la grosse partie n'est souvent pas justifiée du tout parce que le besoin ne s'en fait pas. D'abord parce que l'argent va resservir parfois à continuer cette activité criminelle. Il faut toujours payer son fournisseur de drogue, sa logistique, il faut toujours corrompre quelqu'un sur un port. Tout ça ne nécessite pas que l'argent soit justifié. Qu'il soit exfiltré, oui, mais du coup, c'est quand même du blanchiment au sens de la loi, puisque c'est toute opération de transfert, de conversion aussi. Ce n'est pas simplement la justification mensongère. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Et l'essentiel de ce que tu présentes, hein, Quentin, ce sont des schémas qui sont hors bancaire. On est sur de la finance parallèle quand tu parles de Hawala, Là, c'est de la etc. finance. Voilà. Tout, tout à fait. Et justement, à ce titre-là, est-ce que tu ne penses pas, et enfin, discutons à bâton rompu, pardon, est-ce que tu ne penses pas dans ce cas-là qu'il y a aussi un loupé dans toute la partie réglementaire? C'est-à-dire que de plus en plus, on demande aux institutions financières, avec une réglementation qui est de plus en plus renforcée, d'aller chercher des contrôles, d'aller mettre en place un dispositif de surveillance des opérations, alors qu'in fine, ce que
Ce que tu dis un peu implicitement, c'est que si les criminels passent par la finance parallèle, c'est que intuitivement, les banques, elles font leur job, en fait. Parce que c'est C'est ça, justement parce que les banques on peut font leur job. raisonner. On peut raisonner de deux façons. On peut dire, ah bah, mon Dieu, les saisies, au regard de l'énormité des sommes criminelles manipulées, les saisies paraissent quand même bien faibles. On peut aussi dire, et à mon avis, c'est le cas, hein, que la surveillance anti-blanchiment, anti-financement terroriste, qui est mise en place voilà, au fil des différentes législations, fonctionne. Ce qui a eu pour conséquence de pousser les gens en dehors du système financier. Ça, c'est certain. En fait, le truc, c'est que si l'objectif, c'était d'avoir une régulation parfaite pour que le trafic de drogue s'arrête, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez empêcher le blanchiment éventuellement et les opérations suspectes d'avoir lieu, mais il est peu probable que les trafiquants se disent zut, on ne peut plus utiliser les banques Ouais. qui sont de trafiquer de la drogue. Donc, ils ont mis en place des solutions alternatives qui en fait existaient déjà de longue date. Mais simplement, ça a pris une ampleur considérable. Voilà, il y a des dossiers très récents qui ont été médiatisés. On peut en parler, en particulier une opération qui s'appelle Desert Light, où on voit que trois individus, à eux seuls, contrôlent pratiquement 40% des importations de cocaïne en Europe. Bon, donc là, on est quand même sur des sommes importantes. Bon, bah là, il y a quand même beaucoup de questions de cash dans cette affaire. Abdallah, sur le sujet, toi, en tant que journaliste d'investigation, enquêteur, quelles difficultés rencontres-tu pour enquêter sur les circuits financiers criminels? Est-ce que tu as pu identifier des schémas spécifiques? Alors, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Pour répondre à la question, nous, en tant que journalistes, notre principal problème, qui est notre principal défi, c'est la question de la donnée et de l'accès à la donnée. Dans ce que vient de dire Quentin Mug, il a beaucoup parlé des réseaux hors banque d'Awala. Moi, ma prise en main de ces phénomènes-là de blanchiment, c'était avant tout du blanchiment, au départ chronologiquement du blanchiment de fraude fiscale, dans le cadre de fuites de données qui ont visé des cabinets offshore. Quand un mug parle de Mossack Fonseca, c'est évidemment les Panama Papers en 2016. Il y a eu Applebee en 2017. Il y a eu une espèce d'apothéose de feu d'artifice en 2021 avec les Pandora Papers, où cette fois-ci, on ne travaillait pas uniquement sur les données fuitées d'un cabinet, mais dans mon souvenir de 14 cabinets. Et c'est vrai que moi, ces questions de blanchiment, bah, paradoxalement, j'ai vu d'abord ce que vous décrivez jusqu'ici comme la portion congrue, c'est-à-dire celle qui passe malgré tout par des acteurs du secteur financier, des banques, des professions réglementées, les avocats, et notamment les avocats fiscalistes. Alors principalement parce que ces cabinets offshore étaient basés notamment au Panama et dans les Caraïbes à l'étranger, mais on a vu aussi beaucoup dans les données l'implication de professions réglementées beaucoup plus proches de nous et en France, hein, pour dire les choses, notamment dans le cadre d'un projet qui m'a particulièrement tenu à cœur, qu'on a appelé les Dubai Papers, où on a bien vu et documenté le rôle très 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 important des intermédiaires, ce qui était appelé par euphémisme dans les données les apporteurs d'affaires, ce qu'on appelle en anglais les enablers, ceux sans qui la mise en contact entre les fraudeurs, pour le coup, beaucoup de fraude fiscale, hein, comme je le disais, je viendrai ensuite sur le blanchiment d'autres crimes et délits. Donc moi, j'ai vraiment travaillé d'abord et avant tout sur ces profils-là. Et d'ailleurs, enfin, je vous fais une réponse, mais j'ai aussi une question à vous poser, notamment à Quentin Mug. Moi, ma petite expérience montre que c'est en fonction de la typologie du crime ou du délit, de l'infraction sous-jacente, que dépend la méthode de blanchiment. Dans nos données, dans mon souvenir, on a trouvé très très peu de clients dans ces cabinets offshore dont la spécialité était le trafic de stupéfiants. En revanche, sur des clients qui étaient plutôt dans une problématique, peut-être que c'était à l'époque en tout cas socialement plus accepté ou plus acceptable, qui était plutôt dans une logique de blanchiment, de fraude fiscale, d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale agressive. On est plus sur du col blanc. Là, on passait par des méthodes de blanchiment qui passaient par ces professions et ces cabinets notables, etc. Donc j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup en fonction de la typologie du client qu'on va mettre en œuvre un certain type de tuyauterie. Donc pour répondre à la question, nous, on entre sur ces sujets-là par la donnée.
elle est de deux types. Je vous l'ai dit, d'abord les leaks, les fuites de données qui sont très très intéressants parce que à force de travailler sur ce genre de projet-là, bah, on commence à avoir une petite expérience. Et quand je parle de fuite de données, ce sont souvent des boîtes mail. Donc ce sont souvent les échanges entre avocats et personnes qui travaillent dans ces cabinets offshore, les échanges avec, alors jamais directement entre le cabinet offshore qui monte les sociétés au Panama, aux îles Vierges britanniques, aux Seychelles, jamais entre cet avocat-là, ce cabinet-là et le client final, mais souvent il y a au moins deux intermédiaires, c'est-à-dire que dans le cas de Mossack Fonseca, donc les Panama Papers, l'organisation c'était la suivante, un cabinet offshore Mossack Fonseca dont le siège est au Panama, ensuite avec des espèces de bureaux régionaux dans les Caraïbes, mais aussi en Europe. Donc c'était souvent des cabinets d'avocats qui avaient un accord de marketing et commercial pour utiliser la marque Mossack Fonseca. Alors, ils n'étaient évidemment pas en France, mais il y avait un bureau, par exemple, à Londres, au Luxembourg, en Suisse, à Monaco, je me pose la question. Et donc, c'était ces cabinets régionaux qui avaient le lien avec souvent l'avocat fiscaliste ou l'intermédiaire qui était lui-même en lien avec le client final. La première partie, c'est les leaks dans lesquels on va d'abord découvrir des schémas sous la forme d'échanges dans des mails d'euphémisme, hein. On ne parle jamais de fraude fiscale ou de délit, évidemment, on parle d'optimisation, etc. Donc au départ, les sujets dans les Panama Papers, par exemple, c'était beaucoup de sujets de blanchiment, de fraude fiscale. Idem dans les Dubai Papers, où il y avait une prépondérance de clients français. Alors deux typologies. Le premier, c'était des gens qui avaient hérité d'un compte bancaire à l'étranger non déclaré et qui étaient face à un dilemme. Enfin, en tout cas, ils avaient vite répondu parce que eux avaient décidé de continuer à frauder et de pas du tout régulariser leur situation. Et puis un autre public de clients qui étaient plutôt des chefs d'entreprise qui n'avaient pas hérité de comptes bancaires à l'étranger, mais qui étaient plutôt dans l'idée de mettre et de placer loin du fisc français de l'argent issu de l'activité de leur entreprise française, donc par un système de fausses factures. Le cabinet ELA International est soupçonné d'avoir mis à leur disposition des entreprises qui émettaient des fausses factures à ces entreprises françaises. Et c'est comme ça qu'on vidait une partie de la trésorerie et que l'argent se retrouvait notamment dans des comptes bancaires adossés à des sociétés offshore, notamment à Ras El Khaimah, donc l'un des Émirats, des Émirats arabes unis. Et nous, la bascule en termes de blanchiment et d'infractions sous-jacentes, c'est vraiment 2021 avec les Pandora Papers, où on est sur une clientèle internationale et on est sur une problématique de on ne sait pas qu'est-ce qui a permis de constituer le pécule qui va ensuite être placé et confié à ces cabinets offshore, ou en tout cas aux sociétés montées par ces cabinets offshore. Et c'est là que moi j'ai découvert, par exemple, au cours de l'année 2021, la problématique des investissements immobiliers sur la Côte d'Azur de la part de riches clients étrangers, souvent de nationalité russe, mais pas que. On a épinglé celui qui était à l'époque encore pour quelques jours, parce que c'était juste avant des élections législatives, le Premier ministre de la République tchèque, Andrej Babiš, où on a découvert qu'il avait de l'immobilier de luxe, notamment à Mougins sur la Côte d'Azur et qu'il avait utilisé un montage assez acrobatique où, en fait, de ce qu'on voyait du montage, il était bénéficiaire effectif de sociétés offshore dont les actifs s'élevaient à plusieurs dizaines de millions de dollars. Et cet argent-là a été prêté officiellement pour financer l'acquisition immobilière. Et la question, c'est, mais d'où vient cet argent? On sait que les BVI sont très peu regardantes sur d'où vient l'argent, justement, mais c'est tout l'enjeu de la question de l'enquête journalistique. Et maintenant de l'enquête judiciaire, parce qu'après nos révélations, le PNF a décidé d'ouvrir une enquête pour répondre à la question de d'où vient cet argent. Donc c'est vraiment moi les Pandora Papers qui m'ont plongé dans le blanchiment de tous crimes et délits, notamment via l'immobilier. Et depuis l'immobilier, moi, c'est devenu vraiment un fil continu dans mes sujets. Récemment, avec le projet Dubai Uncovered, on a beaucoup travaillé sur l'immobilier ensuite à Dubaï. Et contrairement voilà, à Quentin Mug et au travail d'enquête judiciaire, nous, on n'est pas sur l'amont, d'où vient l'argent, comment est-ce qu'il a été compensé, même si ça nous intéresse beaucoup. Mais on est plutôt sur la ligne d'arrivée en se disant, voilà, on voit qu'il y a un patrimoine immobilier qui existe, notamment à Dubaï, et on se pose beaucoup de questions sur d'où vient l'argent. On n'a pas la réponse à cette question-là, mais on a été en mesure de dresser un portrait parfois de certaines tours qui étaient très intéressantes, notamment ne serait-ce que le Burj Khalifa, où on donne cet exemple d'un appartement dans lequel à la fois le locataire
qui est d'origine bosniaque et suspecté d'appartenir au crime organisé des Balkans, est locataire et on se demande d'où vient l'argent qui lui permet de louer cet appartement-là. Et le propriétaire de l'appartement, qui lui est plutôt un ancien ministre d'un pays subsaharien, accusé dans son pays, dans des pays européens, de détournement de fonds publics. Et c'est pour ça que c'est un exemple intéressant euh, concernant Dubaï. Donc pour nous, voilà, peu importe la typologie de l'infraction sous-jacente, que ce soit du détournement de fonds publics, de la corruption privée ou de la corruption d'agents publics étrangers, du trafic de stupéfiants ou même beaucoup d'escroqueries, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la ligne d'arrivée et de voir cette appétence, notamment pour l'immobilier, que ce soit en France, à Paris, sur la côte basque, sur la côte d'Azur ou à Dubaï et demain peut-être ailleurs. On parle beaucoup de la Turquie pour ce qui est Mhm. des trafiquants de drogue. Donc nous, voilà, le principal problème et défi, c'est l'accès à la donnée. On y arrive et c'est tant mieux grâce à des leaks qui interviennent de manière assez successive, hein. À un moment donné, chaque année, on avait un projet. Et puis désormais, et notamment ce qui nous permet de travailler sur l'immobilier et même sur l'immobilier à Dubaï, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais c'est l'open source. C'est-à-dire qu'il y a aussi toutes les données qui sont là, disponibles sur Internet, accessibles en source ouverte, et qui sont très intéressantes pour découvrir des sujets de blanchiment, donc qui sont ensuite, nous, des sujets d'articles journalistiques, mais qui très vite vont intéresser plutôt l'institution judiciaire qui va essayer de reproduire. Et le problème avec l'open source, c'est que très vite, on parle en gigas et en téraoctets de données. Et le défi qui va se poser, il est assez technique parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est face à des centaines de millions de documents? Quels outils on a? Parce que la question, le passage technique, il est absolument indispensable. Je lisais que dans le cadre du dossier Sky ICC, les enquêteurs avaient pas découvert, mais lu 1 milliard de messages. C'est assez vertigineux et on voit bien que on peut très vite passer à côté d'informations très pertinentes et très importantes si on n'a pas les outils nécessaires au traitement de ces données-là. Je pense que Quentin connaît très bien le dossier Ouais. Sky ici. Il y a un sujet, moi, qui m'intéresse, c'est justement cet échange d'informations ensuite qui est fait entre le journaliste d'investigation et puis les autorités. Certes, ce que tu expliques, Abdelhak, c'est que vous regardez pas l'incrimination sous-jacente, mais derrière, ça peut intéresser quand même les autorités judiciaires. Tu parlais des Dubai Uncovered, où dans les articles, on voit bah, qu'il y a certains narcotrafiquants quasi bien connus, j'allais dire, de la justice, qui se permettent bah, d'acquérir certains biens immobiliers côté Dubaï. On sait enfin, pertinemment comment est-ce que ces biens immobiliers ont pu être acquis, hein. C'est-à-dire, bah, quand tu as expliqué le schéma type Awala, tu blanchis, tu récupères ton cash à Dubaï, et à Dubaï, tu peux acheter cash, justement, tes biens immobiliers. Comment est-ce que cet échange d'informations peut s'organiser entre toi, journaliste d'investigation, et puis autorité judiciaire ou d'enquête comme Quentin, par exemple? Alors, juste avant de répondre sur la question de l'échange d'informations, enfin la question de l'échange d'informations, qui est souvent source d'incompréhension mutuelle parce qu'on est tous avec une déontologie Hum, et hum, des hum. règles qui font que parfois il y a pas de discussion possible. Sur Dubaï, moi j'ai travaillé récemment donc, sur ce dossier Dark Bank que j'ai trouvé absolument fascinant, où c'était Ouais. un système de compensation du cash contre de la crypto-monnaie. Et effectivement, on en revient à la même chose, c'est-à-dire à Dubaï, où vous avez pas mal de promoteurs immobiliers qui affichent clairement sur leur site internet que le Bitcoin ou les cryptoactifs sont un moyen de paiement accepté. Donc on peut voir comment effectivement ça peut aller très vite. Le fait de se délester dans les rues de Paris pour un profil de trafiquant de drogue, immédiatement, voilà, une somme immédiatement convertie en crypto-monnaie, moins la fameuse commission. D'ailleurs, je n'ai pas écrit dans mon article, mais dans le cadre de Dark Bank, l'enquête a montré que on était quand même autour de 6%, ce qui est pas rien, même pour une assurance, si je reprends les termes de Quentin Mock. Donc ça peut aller aussi très vite. Pour répondre à la question sur l'échange d'informations, évidemment que lorsqu'on fait des révélations sur des schémas de blanchiment de fraude fiscale, de blanchiment de stupéfiants via l'immobilier à Dubaï, la question qui se pose, c'est la justice peut être intéressée. Alors il y a plusieurs cas de figure. Souvent, on n'arrive pas à trouver, il n'y a pas de solution en réalité. Par exemple, si je prends les Panama Papers, nous ne sommes pas, nous, partenaires Médias Français, Le Monde, qui avons travaillé sur ce dossier-là, dépositaires des données. Donc, c'est un Hum.
projet qui a été coordonné par l'ICIJ, le Consortium international pour les investigations, qui a une politique très claire, qui est de dire ce sont des informations qui ne sont pas partagées. Donc nous, on a un engagement moral, voire plus que moral, où évidemment on s'y tient. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce d'entre-deux, où après un projet comme celui-ci, la ICIJ va essayer de faire un traitement le plus automatisé possible pour proposer, non pas à la justice, mais au grand public, des données accessibles et qui va les mettre en ligne sur le site Mhm. offshoreleaksdatabase.icij.org. Et on sait très bien que ensuite, une fois que ces données-là sont publiées, qu'en France, et c'est assumé en tant que tel, les institutions judiciaires, et notamment pour le PNF, parce qu'on est beaucoup sur du blanchiment de fraude fiscale, va exploiter ces données. La Direction générale des finances publiques aussi va travailler sur ces données. Ce qu'on nous dit souvent, c'est les révélations de la presse ou des consortiums de journalistes, c'est pas la preuve de la culpabilité, c'est souvent Bien sûr. pour l'administration fiscale ou pour la justice un point de départ qui va nécessiter des vérifications. La personne, elle peut être de nationalité française, mais pas être résidente fiscale française. Bon, nous-mêmes, journalistes, quand on fait l'article, on s'intéresse surtout aux gens qui sont résidents français. C'est plus intéressant pour nous. Mais souvent, c'est compliqué de pouvoir trouver entre guillemets un terrain d'entente. Il n'y a pas de négociation, mais c'est juste que très très vite, on se rend compte que bon, la justice peut toujours essayer d'envoyer une réquisition aux journalistes, mais ce serait totalement contre-productif. Moi, je n'en ai jamais reçu parce que je pense que les magistrats savent très bien qu'un journaliste qui ne peut, par engagement vis-à-vis d'un consortium ou parfois directement vis-à-vis de sa source, ne peut pas, il ne va pas partager ces données-là. On est aussi tenu par une déontologie, des règles très strictes. Et puis parfois, il y a des miracles du point de vue judiciaire. J'ai un exemple en tête, c'était les Dubai Papers, où il se trouve que la source qui est à l'origine des données, qui a transmis les données, alors pour rappel, c'était Caroline Michel, journaliste, grand reporter à l'Obs, qui avait été destinataire Mhm. euh, d'un disque dur avec les données internes à un cabinet qui est soupçonné d'organiser de la fraude fiscale pour des clients européens et notamment français, et sur lequel du coup moi j'ai pu travailler lorsque j'étais à la cellule d'investigation de Radio France. Donc c'est elle qui a reçu les données, mais il se trouve que après le projet ou concomitamment, la source a décidé aussi d'alerter la justice. Et à ma connaissance, c'est la seule fois en France que un parquet est destinataire des mêmes données que celles que les journalistes ont reçues. Donc là, ça passe pas par nous, c'est voilà directement. Et limite, moi, ma curiosité me pousse à poser des questions sur mais comment est-ce que la justice, elle, répond aux défis auxquels nous, on a été confrontés, qui est, bah, je le disais, la massification des données. Est-ce que la justice, est-ce que les services d'enquête sont outillés humainement, techniquement pour exploiter ces données? Ça, c'est d'autres questions. Mais souvent, la question de l'échange, bah, la réponse, c'est que c'est compliqué. Il y a une incompatibilité qui fait qu'il n'y a pas de dialogue possible sur ces questions-là. Il se passe souvent l'inverse aussi, c'est-à-dire que les informations arrivent d'abord à la justice au travers de lanceurs d'alerte, etc., etc. Donc, mais c'est sûr que c'est compliqué. De toute façon, ça peut en tout cas être le point de départ d'enquête pour vérifier les informations qui sont révélées, parce que faut quand même rappeler que l'infraction, c'est pas d'avoir un compte bancaire au Panama, par exemple. L'infraction, c'est d'en avoir un, pas déclaré, pour, voilà, pour abriter des fonds illégaux. On peut aussi avoir de bonnes raisons d'avoir des. Dans le cas des Panama Papers, c'était intéressant parce que en fait, on avait identifié dans le dossier virus, là, donc en 2012-2013, plus de 350 trusts, tous ouverts par Mossack Fonseca, donc les Panama Papers. Et c'était déjà un cabinet qui était bien connu, puisqu'il y avait eu de nombreux dossiers qui avaient été montés pour toute une série d'hommes politiques corrompus, de dictateurs, etc. Donc, c'était un cabinet qui avait déjà une très mauvaise réputation avant même l'affaire elle-même des Panama Papers. Ce qui fait que. Et pour nous, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir accès à ces choses. Et d'autant plus qu'il y a la problématique de l'origine en fait des informations, parce que qui nous garantit de l'intégrité des données? C'est aussi un problème majeur. Si vous avez une liste qui arrive voilà, dans les mains d'Abdelhak, remis par on ne sait pas qui, on ne sait pas dans quelles conditions, ni d'où ça vient, ça pose évidemment des problèmes. Voilà. Est-ce que
les informations n'ont pas été altérées à un moment donné ou à un autre. Mais de toute façon, peu importe qu'elles le soient ou qu'elles ne le soient pas, ça justifie pleinement l'ouverture d'investigation pour confirmer ou infirmer. Voilà, c'est tout le but de l'enquête quand même. Pour le coup, je me permets juste de rebondir. C'est vrai que nous, on nous pose souvent la question aux journalistes sur la question de l'origine. Bon, à la limite, moi, l'origine m'intéresse moins que effectivement la véracité des données. C'est la première question. Est-ce que les données sont fiables et véridiques? Et la deuxième question à laquelle on doit répondre par oui avant de traiter le sujet, c'est est-ce que le sujet est d'intérêt public? Parce qu'effectivement, si on reçoit des données sur le voisin de Madame Michu qui ne respecte pas les règles d'urbanisme, bon, ça nous intéresse moins. Effectivement, jusqu'à présent, les projets internationaux sur lesquels moi j'ai pu travailler, on n'a jamais été confronté à des données, comment dire, vérolées. Mm. C'est-à-dire qu'en tout cas, après, on est tenu aussi par une déontologie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on reçoit des données qu'elles se retrouvent telles quelles dans un article. Il y a un travail journalistique aussi de vérification, de contradictoire avec les personnes intéressées. Et je voulais revenir sur Mossack Fonseca. Ce que j'avais trouvé moi très intéressant à faire comme sujet après les Panama Papers, c'était de réinterroger tout un tas de dossiers, notamment de dossiers judiciaires français, effectivement, dans lesquels on retrouvait de la problématique de fraude fiscale à l'international et dans lesquels Mossack Fonseca était impliqué. Et c'était un peu drôle de travailler notamment sur le dossier qu'on a appelé le dossier France Offshore, qui avait été créé à l'époque par une personne qui avait eu le culot, je pense qu'on on peut le dire comme ça, de monter en plein Paris une entreprise où il vendait l'optimisation fiscale pour tous. Et très très vite, on s'est rendu compte que derrière l'optimisation fiscale, il y avait de bons vieux schémas de fraude fiscale. Et c'était très très intéressant de travailler là-dessus parce que notamment ce que j'avais trouvé absolument passionnant, c'était de découvrir comment est-ce qu'à un moment donné, l'opacité peut aussi se retourner contre les clients. Et en l'occurrence, il se trouve que France Offshore est très vite rentré dans le viseur de l'administration fiscale et de la justice et qu'il y a eu une descente de police en décembre 2012 qui fait que ça a totalement désorganisé le business de France Offshore. Sauf que France Offshore proposait à des clients de s'occuper pour eux, de fournir des prête-noms pour l'actionnariat et la gestion des sociétés offshore. Et c'était France Offshore qui était au contact du cabinet. Et parmi les cabinets auxquels ils avaient recours, il y avait notamment Mossack Fonseca. Et nous, de l'autre côté, dans les Panama Papers, on a pas mal de mails comme ça de clients français désespérés qui s'adressent directement à Mossack Fonseca, puisque, comme vous le disiez, Quentin, l'idée derrière, c'est de profiter de son argent, et notamment les sociétés offshore montées via Mossack Fonseca avaient un compte bancaire au sein de la Rietumu, en Lettonie. Et la banque, alors a priori, ce que la justice lui a reproché, parce que la banque a été condamnée, c'est d'être pas très regardante sur les règles anti-blanchiment, mais quand même, la banque demandait chaque année aux porteurs du pouvoir du power of attorney euh, un document qui disait que l'entreprise offshore était toujours vivante et toujours à jour, en good standing, comme on dit en anglais. Mais comme cette prestation-là était assurée par France Offshore et que après la perquisition, France Offshore n'assurait plus du tout ces opérations-là, bah, vous aviez des clients qui n'avaient plus du tout accès à l'argent et au compte bancaire. Donc on a des mails comme ça dans les Panama Papers de clients totalement désespérés qui s'adressent à Mossack Fonseca en disant je suis le bénéficiaire de la société, j'aimerais retrouver l'accès à mon compte bancaire. Et la réponse de Mossack Fonseca était assez ironique. Elle consistait à dire, mais bah, pour nous, vous n'êtes pas le client, justement. Et c'est bien ça le problème. Donc on a tout un tas d'exemples comme ça qui sont assez drôles, en tout cas qui soulignent de manière assez cynique que la complexité et les couches de pacification, à un moment donné, peuvent se retourner Tout le contre problème soi. du prête, non. Tout à fait. Ben, merci Abdelhak. Mustapha, toi, concernant le système financier en tant que compliance officer, quel est ton point de vue concernant le triptyque, comme on l'entend? Tu veux dire oui, sur les trois étapes du blanchiment, placement, Exactement. empilement, intégration. Vu Bah, qu'on entend. je rejoins grandement ce qu'a pu formuler Quentin, hein. C'est-à-dire, je pense qu'il faut déjà euh, se replacer sur l'infraction sous-jacente. Je pense que quand on va parler de narcotrafic international, ce schéma en trois phases, il n'a pas forcément beaucoup de sens, puisque justement, on est sur des schémas de compensation hors bancaire qui vont pas passer par le système financier. Alors, ça ne veut pas dire que ce triptyque, il n'a pas de sens pour d'autres incriminations, pour d'autres schémas sous-jacents. Je pense par exemple à la fraude fiscale, hein, que Abdellah, que tu as pu aussi présenter.
Ça, pour le coup, les trois phases de placement, l'utilisation ensuite de sociétés offshore et puis l'intégration directement dans le système financier ou dans d'autres secteurs, ça donne tout son sens parce qu'on est en grande partie aussi sur l'auto-blanchiment. Ça vaut aussi pour peut-être du narcotrafic de plus faible ampleur, où oui, comme Tracfin le note aussi souvent, l'utilisation de commerce de façade pour y inclure le cash, ça marche toujours côté HSBC par le passé. On en avait démantelé, du moins déclaré pas mal aux autorités, à la CRF locale. Par contre, encore une fois, faut s'adapter ensuite au modèle actuel. Il faut aussi être sensibilisé là-dessus. Ce schéma, ce triptyque, il n'a pas forcément de sens pour toutes les incriminations. Et ça, faut bien l'avoir en tête. Encore une fois, notamment pour le narcotrafic international. La problématique étant, c'est que c'est comme ça que c'est formulé dans la réglementation, hein. C'est-à-dire, nous, on nous demande Ouais. de surveiller ce triptyque. Dans le code pénal, le 324.1 du code pénal lui-même parle de ces trois phases. Donc, on est souvent collé là-dessus, même si opérationnellement parlant, la réalité est assez différente en fonction des incriminations sous-jacentes, encore une fois. Ça a un Voilà, donc ça, intérêt c'est quand pour... même. C'est vrai que bon, parce qu'en fait, il y a c'est intéressant la description que vous faisiez, Abdelhak, de ce que vous voyez, qui sont des dossiers qu'on traite également, hein. Donc, on voit bien qu'il y a d'un côté une problématique de appréhender de l'argent qui est déjà bancarisé et on veut de manière illégale se l'approprier au moyen de fausses factures, etc. Ce sont des services qui sont rendus effectivement par des cabinets de gestion de fortune. J'en ai fait certains qui avaient toutes sortes de tampons, qui faisaient des fausses factures eux-mêmes. J'en ai même trouvé un qui avait mis à jaunir du papier à la cave, qui avait acheté ensuite une machine à écrire, vous savez, à bande, là, hein, Ouais. taper des faux contrats de prêt des années 80, mais en 2015. Donc, ouais, donc tout ça existe, mais là, c'est vraiment une logique en fait d'appréhension. Et alors que dans le domaine Crimor, qui est celui qui m'occupe plus, on est dans la problématique inverse. On a des montagnes de cash et on aimerait bien, à un moment donné, qu'une partie de ça, effectivement, rentre dans le système financier. Et c'est là que se fait en fait le point de jonction entre les deux. Et l'idée n'est pas de dire tout passe par le cash, etc. Mais dans le Crimorg, c'est du cash essentiellement, alors que dans la délinquance plus classique, effectivement, on est dans une logique plus prédatrice sur des fonds qui sont déjà bancarisés, mais avec quand même l'idée de pouvoir en jouir à un moment. Est-ce que l'idée, c'est de l'accumuler le plus possible, puis ensuite, il faut quand même pouvoir s'en servir. Alors, soit on a réussi à créer des fictions suffisamment crédibles pour pouvoir l'utiliser tel quel, en disant bah non, c'était en fait un héritage de ma grand-mère, machin, bon, très bien. Ou alors on va mettre en place des stratégies de récupération de cash. Mais du coup, cette description en trois phases, elle vise quand même. Alors, elle a été théorisée dans les années 80, en fait, puis après reprise Ouais. par la FI. Et puis c'est devenu en fait une vache sacrée, il ne faut plus y toucher. Bon, alors, elle a ça de bien qu'elle permet d'appréhender intellectuellement le phénomène, de créer une espèce d'illusion académique qui nous amènerait à penser que le blanchiment suit un parcours prévisible. Bon, ce n'est pas le cas en fait. Ça peut se produire de façon très différente. Et encore une fois, mais c'est vrai que j'aurais dû faire un petit disclaimer, un petit caveat au départ en disant que vraiment ce que je vous décris là, c'est les problématiques liées à la grande criminalité internationale, hein. Voilà, il se passe plein d'autres choses dans d'autres arènes, etc. Bien qu'elles soient connectées au travers notamment des courtiers en blanchiment. Bon, merci. On va passer à la deuxième thématique, à savoir l'impact et les failles globales du blanchiment d'argent. Donc, Quentin, vu que je te garde, pour toi, quelles sont les failles existantes que tu vois qui portent atteinte à l'efficacité dans la lutte contre le blanchiment de capitaux? Bah, je pense qu'il faut quand même parler un peu de l'éléphant là, qui est au milieu de la pierre. On est quand même dans une ultra-focalisation de la lutte anti-blanchiment sur le secteur bancaire. Encore une fois, c'est souhaitable, c'est nécessaire. Il ne faut pas que le secteur bancaire soit gangréné par de l'argent, etc. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est que malgré tout, et comme c'est très bien décrit par Abdelhak, eh ben, il y a quand même énormément de fraude fiscale, il y a quand même des fonds qui sont exfiltrés au moyen d'une foule de mécanismes, etc. Et en fait, et le mot a été lâché un peu plus tôt, ça pose un problème de corruption important. Parce qu'on a quand même affaire, et là, notamment sur les réseaux criminels sur lesquels on travaille à Europol, là, on a affaire à des gens qui ont des capacités financières qui sont comparables à celles de petits États parfois, hein. Et donc ça vient avec une capacité de corruption très importante, parce que c'est bien d'avoir des règles, mais si vous avez effectivement trouvé le moyen
de vous adjoindre les services de gens qui sont au cœur du dispositif lui-même, les choses fonctionnent quand même tout de suite moins bien. Mais l'autre problème, moi, que j'identifie, c'est en fait, il y a quelque chose de confortable à pouvoir axer tout votre arsenal répressif sur des entités avec lesquelles vous avez l'occasion de pouvoir discuter, à qui vous allez pouvoir donner des amendes, etc. Ce qui fait que finalement, l'activité de compliance, je fais un peu de généralité là, mais c'est juste histoire de mettre le doigt sur la problématique générale, c'est que est-ce que vraiment l'activité de compliance vise à mettre un terme, ou en tout cas à lutter le plus possible et révéler des activités criminelles, ou est-ce que son objectif premier, tout en gardant cet objectif-là en tête, n'est pas simplement de s'éviter des amendes, tout un tas de tracasseries de la part des régulateurs, etc. Et en fait, d'abord protéger les institutions elles-mêmes d'un risque de réputation, d'un risque d'amende, etc. Bon. Je crois qu'il y a quand même un peu de ça. Parce que quand on arrive finalement à voir les chiffres tels qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire quand même une industrie de la compliance qui, en France, représente quand même 25 milliards d'euros. Juste pour donner un petit comparatif, le budget de la police, c'est 11 ou 12 ou 13 maintenant. Les évaluations qu'elles valent du marché de la drogue en France, c'est 5. Hein. Donc, on a quand même une industrie de la compliance qui représente à la louche 5 fois ce qu'est le marché de la drogue dans notre pays, quoi. La question, donc, ce serait, est-ce qu'on en a pour notre argent? Oui. Parce qu'à la fin, ce n'est pas les banques qui payent, c'est les clients, quand même. Après, est-ce que ça marche? La réponse est oui. On peut prendre un parallèle, par exemple, si vous voulez, avec la sécurité aéroportuaire. Le nombre d'avions qui ont subi des attentats terroristes depuis 2001 a chuté de manière remarquable. Bon, c'est le fait de tous les contrôles qui sont mis en place. C'est un peu comparable avec ce qu'on peut voir au niveau de la sûreté bancaire. Le problème qu'il y a, c'est que du coup, on présente souvent les choses un peu sous 3 axes. Alors, il y aurait d'un côté la surveillance donc des opérations qui transitent par les institutions financières, bon, très bien. Après, il y a tout ce que je raconte au sujet du cash, parfait. Et puis, il y a la crypto, qui serait un problème majeur. Bon. Et du coup, ça donne un peu le sentiment que ces 3 axes-là, principaux, qui a le financement terreau à côté, mais qui se ferait aussi avec la crypto, etc. Bon. Donne un peu le sentiment au lecteur, pas trop au courant, que les 3 choses se vaudraient. Or, ce n'est pas le cas. Encore une fois, en Crimorgue, et en plus, je peux me permettre, si vous voulez, d'être quand même un peu définitif, là, en tous les cas, à l'aune de ce qu'on a vu en 2019, 20, 21, 22, 23, parce qu'il y a eu ces dossiers en cours, Chat, Sky. On a eu un panel qui est vraiment représentatif de ce qui se fait de mieux en termes de criminalité dans le monde. Ce dont il est question pour les utilisateurs de ces réseaux et donc les trafiquants internationaux, c'est du cash. C'est du cash. La crypto représente, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des sociétés spécialisées, type Chainalysis, Elliptic, etc. Et c'est confirmé par les dossiers, hein, parce qu'on va toujours trouver un dossier, si vous voulez, important où il y a eu X centaines de millions qui ont transité en crypto-monnaie, si vous voulez. Sauf que dans les faits, sur les grands ensembles, en fait, les transactions véritablement illicites liées à des opérations de blanchiment, etc., dans le monde de la crypto, c'est moins de 0,3% des transactions. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des très gros dossiers à plusieurs millions où il y avait de la crypto. Ça ne veut pas non plus dire que demain, il n'y en aura pas énormément. Et je pense sincèrement que ce sera le cas. Et pour une raison qui, en fait, ne tient pas nécessairement au caractère pseudo-anonyme de la crypto, etc., mais qui tient tout simplement à l'adoption généralisée. Avec un Bitcoin qui maintenant dépasse les 100 000 $, il y a fort à parier qu'il y aura de plus en plus de gens qui en auront, etc. Bon, pour une foule de raisons. Et la plupart des raisons qui mènent les gens à s'intéresser à ce sujet, je vous garantis que ce n'est pas des intentions criminelles, c'est parce que les gens, ça les intéresse véritablement. Voilà. Et ça donne un sentiment, c'est un peu comme le financement du terrorisme au travers des crypto-monnaies. Oui, il y a plein de dossiers. Est-ce que vraiment c'est la source principale de revenus des organisations terroristes? On peut dire que non. Et donc pour répondre à ta question, Ali, excuse-moi, je crois qu'un des gros risques, c'est de louper sa cible. Voilà, c'est de vouloir être dans un petit peu sur la traîne, quoi, dans ce qui est un peu à la mode. Alors là, clairement, si vous arrivez, vous voulez faire une conférence sur crypto-monnaie et blanchiment, vous allez faire un carton parce que c'est très à la mode. Mais dans les faits, encore une fois, et sans nier l'existence de cette crypto, dans les faits, ce qui est utilisé en Crimorgue,
c'est le cash. Pourquoi? Parce que ça fonctionne, il y a peu de saisies, c'est dur d'être plus anonyme qu'un billet de 100 euros. Voilà, il y a une foule de raisons qui font que ça se passe comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement alors dans ce cas-là, Quentin? Parce que tu parlais des Ouais, investissements en conformité je en ne sais pas France, ce si qu'on on va fait le pouvoir faire, mais parallèle. je sais ce qu'on ne peut pas faire. Parce que si, par exemple, l'idée, comme je l'entends souvent, c'est d'essayer d'interdire la Ouais, crypto, par exemple, pas au possible, motif que ça sert dans les transactions criminelles, je pense que dans ce cas-là, il faut d'abord interdire le billet de 100 dollars. Vous voyez, parce que lui, on le bien retrouve sûr. vraiment beaucoup dans les transactions criminelles. Vous voyez. Non, je pense que ce qu'il faut faire, d'abord, c'est admettre que peut-être il faudrait vraiment investir sur ces champs-là, c'est-à-dire le champ de l'économie souterraine, vraiment, c'est-à-dire la manière dont, finalement, non pas l'argent, parce que follow the money, etc. L'argent, il ne bouge pas. En fait, ce dont on Ouais, s'aperçoit, c'est que le cash, il reste où il est. C'est la valeur qui transite, si vous voulez. Moi, j'ai beaucoup fait ça à l'époque quand j'étais à l'OCRGDF. Il faut attaquer de front les réseaux en fait parallèles de transfert de fonds, ce qui est en fait finalement assez facile puisque ce sont des gens qui sont en permanence en quête de clients. Et donc pour ça, il faut effectivement avoir plus de gens qui se spécialisent sur la matière. On ne peut pas dire que alors, c'est de plus en plus le cas, l'architecture législative s'est beaucoup amélioré, etc. Mais d'une façon générale, on n'est pas encore arrivé au point où, si vous voulez, les aspects financiers des dossiers judiciaires sont menés vraiment de manière imbriquée avec les actions qui sont menées sur l'infraction sous-jacente. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, vous allez travailler sur le trafic de stupes, et puis après, éventuellement, ou en même temps, sur l'aspect économique derrière tout ça. Mais il y a clairement un effort à faire au niveau européen, hein, ce n'est pas spécifiquement français, sur l'intégration systématique de la dimension économique de la criminalité dans les enquêtes elles-mêmes. Hmm. Et après, il y a plein de choses à faire en termes de partenariat public-privé, etc. Enfin, bien Ouais, sûr. et ça d'ailleurs, je dois dire que ça progresse de manière remarquable. Hein. C'est-à-dire que l'archivage législatif lui-même est en fait déjà assez complet et les coopérations se font bien. Mais il faut reconnaître, en fait, il faut être capable de prioriser, quoi. Voilà. Donc, quand on est vraiment crimorgue, il faut clairement insister sur les problématiques liées au transfert informel, à la voilà, etc. Ok, ben, merci Quentin. De toute façon, concernant les solutions, ça sera en troisième partie. Mais c'est vrai c'est un sujet qui est assez vaste. Concernant toujours la partie impact et sensibilisation, toi, Abdelhak, d'après toi, quel rôle joue la presse dans la sensibilisation du public et des décideurs politiques face à ces enjeux, en fait? On voit que notamment le nouveau ministre de l'Intérieur est très friand du sujet. Voilà. D'après toi, qu'est-ce que la presse devrait faire? T'es en mute, Abdelak. Excusez-moi. Je disais que sur le rôle de la presse, parfois j'ai l'impression qu'on a un rôle de sensibilisation qui est trop important et qu'on n'est pas censé porter. C'est-à-dire que j'ai fait un article sur ce qu'était la présomption de blanchiment il y a 2 ans, moi-même découvrant cet outil, j'avais trouvé ça passionnant et je trouvais que c'était important de faire un effort de pédagogie et de proposer aux lecteurs ce que la présomption de blanchiment avait changé dans la lutte contre les flux financiers occultes. Et j'ai eu énormément de retours après, notamment de retours de magistrats et de magistrats spécialisés qui me disaient, mais en fait, ça fait des années qu'on fait des formations auprès de nos collègues, etc., auprès des enquêteurs sur ça, et à la limite, j'en entends maintenant plus parler après votre article, alors qu'il y a, il y a déjà un effort de sensibilisation. Et parfois sur les phénomènes délictuels ou criminels, il y a le même effet. Alors d'un point de vue égotique, on peut se dire qu'on est content de voir que notre article, il a fait réagir, il a fait même changer des choses. Mais c'est assez inquiétant lorsque c'est pour parler de phénomènes criminels pour lesquels on ne devrait pas attendre qu'il y ait des articles de presse pour faire avancer les choses. Mais c'est comme ça que notre société fonctionne aujourd'hui. L'impulsion est donnée par le politique. Le politique est sensible à la publicité et au sujet médiatique. Donc c'est un peu... voilà, c'est positif, mais c'est un peu parfois questionnable ou inquiétant. C'est-à-dire que sur les évolutions de ces 15 dernières années,
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ou la lutte contre la fraude fiscale, je n'ai pas beaucoup d'exemples d'impulsions qui aient été données directement par le législateur. Si je reprends la création, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, du parquet national financier, de l'adoption dans les mêmes textes de la présomption de blanchiment, tout ça, c'est conséquent, c'est après l'affaire Cahuzac. Et l'affaire Cahuzac, c'est des révélations de la presse. Donc, la presse fait son travail, qui est une espèce de travail du coup de fait d'alerte, mais qui pose tout de suite la question de mais si la presse ne révèle pas les scandales, il n'y a pas de discussion sur ces phénomènes-là. Mhm. Euh, et ça, c'est assez vertigineux aussi comme questionnement, parce que nous, à l'inverse, enfin moi en tout cas, en tant que journaliste, je ne mesure pas non plus l'efficacité ou le succès de mes articles par ce qui s'est passé derrière, en me disant là, ça a fonctionné parce que le politique a repris, parce qu'il y a eu une question au gouvernement sur telle révélation, ou parce que, ne serait-ce que le PNF ou le parquet de Paris a ouvert une enquête. Parce que là, journalistiquement, on est sur une pente qui peut très vite être glissante, où on ne cherche plus à révéler ou à publier des informations d'intérêt public, mais à publier des informations qui feront du bruit, qui seront reprises, etc. Donc ça peut être assez dangereux. Mais malgré tout, on a ce rôle-là, notamment de vigie. Alors, pour discuter pas mal avec des sources judiciaires au sens large, ce qu'on nous dit souvent, et ce que je prends comme un compliment, c'est que dans le paysage français judiciaire, en termes de lutte contre la criminalité financière, on fait un travail d'enquête, d'initiative, ce que les services d'enquête de police, de gendarmerie sont censés faire qu'ils ont du mal à faire parce que la réalité, c'est des moyens humains, des moyens matériels qui fait que le nombre de procédures par enquêteur, par officier de police judiciaire sur ces questions-là est assez très, 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 très élevé. Donc, concrètement, les services d'enquête et les magistrats spécialisés sont sous l'eau. Il y a beaucoup trop de sujets par enquêteur, par magistrat. Et du coup, bah, qui fait ce travail d'enquête en partie, évidemment, bah, ça va être la presse en travaillant parce qu'on a le temps, on a le temps de passer 8 mois à éplucher les Panama Papers pour en sortir euh, des révélations. Mes collègues ici au Monde ont travaillé en 2022 ou 2021 sur ce qu'on appelait les CUMEX ou les CUMCUM, qui étaient la fraude à l'arbitrage aux dividendes et le PNF a ouvert une enquête sur un phénomène que les journalistes ont découvert grâce à leurs sources, etc., et sur lesquels, en France et dans plusieurs pays européens, des justices ont embrayé en ouvrant Mhm. des enquêtes judiciaires, et c'est le cas en France. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais s'il n'y avait pas eu ce travail de la presse, bah, peut-être que la justice n'aurait pas été en mesure de travailler, la justice n'aurait pas été en mesure de travailler sur ces sujets-là. Et je dis pas ça, je ne me satisfais pas du tout de ça. Au contraire, ça m'inquiète de me dire que sur ces sujets-là et sur tout un tas de sujets, notamment avec, de criminalité financière, les journalistes ont un rôle, mais peut-être un rôle trop important du coup, parce que Ouais. la charge est lourde. Après, il y a le travail plutôt d'alerte qui, lui, du grand public, par exemple, la question du narcotrafic. Alors, c'est pas les journalistes qui ont alerté sur l'ampleur du phénomène, mais par exemple, en travaillant sur Dubai Uncovered et en faisant des articles sur à quel point une tour pouvait être gangrénée par des profils de gens directement liés, parce que condamnés récemment ou sous enquête actuellement de la justice française dans des histoires de stupéfiants, ça permet aussi de se rendre compte que oui, on parle du narcotrafic, on parle de Dubaï, mais là, de manière assez inédite, on est en mesure de faire une liste assez exhaustive à l'après-vert de tous les appartements, voire que parfois de tous les étages, de tous les appartements d'un même étage qui sont détenus par des trafiquants de drogue. Donc là, c'est aussi un rôle qu'on a qui est utile de donner corps à des phénomènes pour qu'on en prenne l'ampleur et que ça puisse embrayer derrière au niveau des pouvoirs publics. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a eu toute une série de situations dans lesquelles, effectivement, la presse a révélé des infractions. Mais ce qui se passe quand même souvent, voilà, c'est elle prend connaissance de dossiers qui existent déjà et en font part au public, ce qui a souvent un effet important aussi, parce qu'effectivement, dans la foulée, les pouvoirs publics s'en emparent, les politiques, etc. Et c'est intéressant. Mais après, ça peut aussi être un miroir déformant où on va focaliser sur un aspect du dossier, etc., etc., parce que ça correspond un peu
à l'air du temps, où c'est le sujet qui accroche sur l'instant. Donc bon, mais c'est sûr qu'il y a tout un tas il y a tout un tas de situations dans lesquelles ces efforts journalistiques combinés ont vraiment fait avancer les choses après du point de vue notamment de l'activité législative elle-même. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est aussi au niveau du législateur lui-même. Si on Ouais. prend, tu parlais des Panama Papers, mais même dans le cadre des sanctions russes, hein, parce que je sais que tu as aussi pas mal été impliqué là-dessus, Abdelak, c'est aussi ce qui a favorisé une impulsion de la part du législateur pour faire évoluer la loi aussi. La transparence des bénéficiaires effectifs, des personnes morales, etc. Tout ça, on n'en parlait pas avant les Panama Je Papers, voudrais pas que soyons les gens honnêtes. repartent avec l'impression, c'est vrai, que la police attend que les journalistes fassent des enquêtes Pas du tout. pour pouvoir Je- je- éventuellement se décider pour autant qu'on en parle dans un. Non, Bon, non, c'est pas exactement la réalité. Je Ouais. pense que le rôle, il est complémentaire. Je pense que le rôle, Effectivement. il est complémentaire parce que, comme tu dis à juste titre, Quentin, beaucoup d'affaires ont été journalistiques, ont été favorisées justement parce qu'il y a eu un début judiciaire ou initiation judiciaire. De l'autre côté, certaines enquêtes aussi ont été totalement indépendantes parce que lanceurs d'alerte aussi. D'ailleurs, on en revient aussi à la nécessité de la protection des lanceurs d'alerte pour favoriser toujours ce type d'affaires. Mais je pense que le rôle, il est totalement complémentaires, que ce soit d'un point de vue journalistique, que ce soit d'un point de vue judiciaire, pouvoir d'enquête, mais aussi ensuite derrière du secteur privé qui a aussi son rôle à jouer dans toute cette histoire. Il y a aussi Ah des oui, journalistes spécialistes, on c'est soit pas clair. n'importe quel journal, hein, ni journaliste, qui est en mesure de faire ça non plus. Tout à fait. Tout à fait. Exactement, et que, voilà, que vous ne vous mépreniez pas sur ma réponse, hein. Évidemment, par exemple, le dernier article que j'ai fait sur ce dossier d'Arc Bank, évidemment que c'est d'abord une enquête judiciaire, une réussite, l'un des 67 dossiers FI du dossier mère Sky UCC. Après, cette complémentarité dont tu parlais, Mustapha, c'est vrai qu'elle peut se retrouver. Bah, moi, dans l'article que j'ai fait, bah, on est en mesure, par rapport aux informations auxquelles on a accès, d'apporter du détail par ailleurs sur la surface immobilière de l'un des principaux suspects à Dubaï, parce qu'on a accès à des données immobilières et qu'on est en mesure d'affirmer que cette personne-là, elle est liée à un terrain et à l'achat sur plan d'une villa d'une valeur de 10 millions d'euros. Donc ça vient illustrer cette complémentarité-là. Après, ça prend pas tout le temps, hein. C'est-à-dire qu'il suffit pas qu'il y ait un article dans la presse pour que ça prenne. Et pour le coup, par exemple, les Pandora Papers en 2021, moi, mon choix, ça avait été de traiter donc, la question du blanchiment via l'immobilier de luxe sur la Côte d'Azur. Et c'est vrai que je m'étais rendu sur place en septembre 2021. J'avais demandé à interviewer les maires des communes, etc. Et j'ai reçu un accueil très très froid où on me disait euh, clairement que j'étais un empêcheur de tourner en rond, voire que j'étais un emmerdeur en voulant parler d'un sujet sur des gens qui ne faisaient pas d'histoire, qui étaient très discrets, qui permettaient de faire vivre le commerce local parce qu'avec leur goût de riche, lorsqu'ils voulaient un poisson bien précis à 23 heures ou à minuit, le poissonnier était très très content de rouvrir sa boutique et de vendre à prix d'or son poisson, etc. Et que tout le monde était content. Et c'est vrai qu'on a publié en octobre 2021 le projet des Pandora Papers. Et il se trouve qu'en février 2022, l'Ukraine est envahie par la Russie. Bon, et là, les mêmes personnes qui vous claquaient la porte au nez vous expliquaient, je caricature mais à peine, que oui, il faut saisir tous les biens de tous les gens qui sont russes en France, qui est aussi peut-être un autre excès. Donc on est passé d'une situation où c'était circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de sujet, à ils sont tous coupables. Donc voilà, et pour le coup, là, on a été rattrapé par une actualité, mais qui n'est pas une actualité journalistique. Et c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a fait que un sujet qui n'était pas forcément un sujet qui était prioritaire est devenu judiciairement un sujet assez prioritaire. Et on a vu depuis énormément d'enquêtes ouvertes, notamment par le parquet de Paris et par la Junalco et sa section criminalité financière, la mise en œuvre de la présomption de blanchiment dans tout un tas de dossiers autour d'acquisitions immobilières dont on ne comprenait pas exactement la réalité économique. Donc voilà, le rôle des journalistes est aussi évidemment à modérer et à remettre en contexte. Très bien, ben, messieurs, le temps passe très très vite et c'est super intéressant. Il nous reste 20 minutes et la dernière partie va concerner les solutions et les défis pour l'avenir. Et je vais vous poser une question, la même pour tout le monde, à savoir quels sont selon vous les principaux défis à relever dans les prochaines années pour lutter contre le blanchiment d'argent et je donne la parole à Mustapha dans un premier temps.
Mieux On t'entend pas, tu es sur mute, mais quels sont pour toi les outils technologiques, réglementaires, la réglementation qui Alors, permettrait de... il y a beaucoup de choses. Pour le secteur privé, financier, bancaire, je pense qu'en termes réglementaires, c'est difficile de faire plus. Avec le nouveau paquet LCBFT européen, d'un point de vue paroxysme de la réglementation, je pense qu'on l'a atteint. Je pense que c'est plutôt maintenant au niveau de l'efficacité de ce qu'on met en place que la question elle se pose. Quentin, tu citais des chiffres qui sont très intéressants en matière d'investissement au sein de la fonction conformité. Tu parlais des 25 milliards d'euros en France. On est sur 206 milliards au niveau mondial, 86 ou 87 au niveau européen. Donc les moyens sont là. Est-ce qu'ils sont bien utilisés? Je ne pense pas. Voilà, je pense qu'il y a des axes d'amélioration qu'il faut travailler au sein du secteur privé, que ce soit déjà au niveau de la sensibilisation de nouveaux schémas de blanchiment. Je pense qu'on a une vraie problématique au niveau de la sensibilisation. Moi, je le vois dans mon rôle de conseil ou de formateur. On reste sur des schémas qui sont somme toute assez classiques des années 80-90 et on ne parle pas des nouveaux enjeux, notamment l'utilisation des personnes morales, la compréhension des enjeux posés par les personnes morales. Là, je citerai aussi un rapport d'Europol qui a tout son intérêt, qui a été mis à jour assez récemment en 2024. 86% ou 87% des réseaux criminels utilisent des personnes morales dans le cadre de leur activité. Et ça inclut aussi toutes les activités propres au blanchiment de capitaux. Et je me rends compte qu'il y a une forte incompréhension des personnes morales elles-mêmes, des structures de détention capitalistique, de contrôle des activités, de revue des états financiers, de surveillance des opérations. Donc déjà, il y a cet aspect-là, sensibilisation, je pense, sur lequel il faut travailler. Partage d'informations aussi, il y a des limites. Partage d'informations au niveau intragroupe, ça fonctionne pas super bien. On est limité d'un point de vue réglementaire en hors groupe. Or, on sait que la coopération, que ce soit public-privé, privé-privé, elle est cruciale aussi pour rendre la lutte efficace. Euh, et ce qu'on observe aussi, et je pense que tu l'observes aussi, Alim, dans le cadre de tes formations, c'est on est face à une réglementation qui est complexe et qui n'est pas toujours bien comprise de la part des acteurs assujettis. Voilà, on est dans une approche cochage de cases de temps à autre, alors que la réglementation, elle se veut avant tout pragmatique. Donc c'est ces sujets-là, en fait, combinés, qui montrent qu'il y a quand même des axes d'amélioration déjà dans un côté compréhension de la réglementation, compréhension des risques et puis des schémas types pour ensuite pouvoir avoir un modèle de surveillance qui soit efficace. Les modèles de surveillance aujourd'hui aussi nécessitent, je pense, pas mal d'améliorations. On est sur des surveillances qui sont assez rule-based au sein du secteur financier, pas très efficaces comme la CPR le notait dans un rapport de 2023. Donc sur 100 alertes générées, 99 tombent à la trappe. Hein, elles sont pas du tout qualitative, donc 1% de conversion en déclaration de soupçon, ça rejoint ce que je dis avant. C'est que justement, on n'a pas compris les schémas pour mieux les surveiller. On est sur des schémas qui sont vraiment blancs ou noirs et pas trop adaptés ensuite aux risques portés par les relations d'affaires. Et c'est là où je reviens à ce que tu disais initialement, quel type d'outils on peut mettre en place. Les établissements financiers se glissent là-dessus depuis 2 ans. La GenAI, donc l'intelligence artificielle générative, a un gros potentiel avec j'allais dire, la nécessité aussi toute réserve gardée en matière de protection de données clients, etc. On se rend compte que c'est ce qui rend de plus en plus efficace la surveillance des opérations. Et au-delà de ça, plus de sensibilisation, plus de partenariat aussi avec le secteur public, secteur privé en général pour rendre ça un petit peu plus efficace. Voilà, donc ça, c'est vraiment au niveau du secteur financier. Hein. Ok. Tu pourrais me lancer sur d'autres sujets, sur le secteur non financier, on pourrait en parler des heures, mais sur le secteur financier, je pense que c'est les éléments, je pense, clés sur lesquels il faut Et, travailler pour rendre la lutte un peu plus efficace. et messieurs, est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de lutter? Ça, c'est une question. Autant il y avait cette volonté de lutter contre le financement du terrorisme, mais on a pu voir finalement euh, les conséquences, la réussite de cette lutte-là, à bien des égards, autant sur le blanchiment d'argent, on peut se poser la question. Vous en Ah, mais pensez quoi? je crois vraiment que c'est pas. C'est pas là qu'il faut placer le débat du tout. Je pense qu'il y a d'abord l'échec Mm. relatif de la lutte anti-blanchiment, encore une fois, quand on voit les chiffres, tient pas à un complot. Hein. Euh, Ce serait presque mieux s'il y en avait un. En fait, ça tient vraiment à une organisation des moyens aussi et Ouais, surtout une priorisation. Mm. la nature internationale Bien sûr. de ces activités fait que c'est très compliqué pour un pays seul
Bien sûr. d'arriver à trouver une solution. Parce que à un moment donné, Mustapha faisait une allusion, il dit, ah bah oui, il y a des schémas qui peuvent s'appliquer sur des réseaux plus locaux et puis qui changent de forme quand ça devient plus international. Si je suis un trafiquant de cannabis d'échelon départemental, etc., je peux acheter 3 ongleries et 4 restaurants et Bien puis sûr. mettre l'argent liquide dans le tiroir caisse et prétendre que c'est ma clientèle. Bon, ça marche moins bien si vous importez 20 tonnes de cocaïne par mois. Voilà. Donc là, il faut passer à d'autres. Finalement, ces mécanismes un peu plus complexes qui mettent en œuvre des schémas classiques une fois décrits, c'est plutôt la signature d'activités plutôt limitées. Quand ça devient vraiment très gros, ça devient plus difficile à suivre parce que, effectivement, ça va être des schémas très complexes d'exfiltration de fonds déjà bancarisés tels que décrits par Abdellah, ou ça va être, dans les cas qui m'occupent moi principalement, des sommes absolument gigantesques. Hein. On a trouvé des gens qui, sur leur propre activité, si vous voulez, faisaient transiter plusieurs milliards d'euros par an en cash. Et sans problème. Donc, il faut, je pense, s'enlever de la tête qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas ça. Il y a un vrai problème de cible. Il faut être capable de prioriser ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait. Les mécanismes sont connus. Les acteurs, d'une certaine mesure, le sont aussi, en tout cas les lieux d'où ils opèrent. Ils sont relativement vulnérables. Il faut devenir beaucoup plus agressif plutôt que d'être en réaction ou d'essayer d'éplucher dans le cadre d'enquêtes rigoureusement documentaires, des informations bancaires. Ça se passe aussi ailleurs et ça se passe aussi beaucoup, et je pense que c'est un des grands axes aussi d'amélioration possible, dans le cadre d'opérations commerciales internationales. Parce que ce qui se produit beaucoup, si vous voulez, c'est que l'argent a quand même une tendance lourde à aller dans une seule direction. Hein, la valeur en tout cas. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut rééquilibrer les comptes. Quand même. Si vous passez votre temps à envoyer de l'argent, parce qu'on parle de Dubaï, hein, par exemple, à Dubaï, ça pourrait être n'importe où, en Colombie, bon, depuis des zones de production criminelles qui sont par exemple en Europe, à un moment donné, vous avez quand même une problématique, si vous voulez, d'équilibrage de comptes, parce que vous avez quand même jamais assez de clients sur place pour acheter l'argent que vous voulez leur vendre. À un moment donné, il faut quand même le faire partir autrement. Alors, vous avez deux options, soit des porteurs de valises qui vont se faire choper à l'aéroport, ça arrive, soit vous allez, parce que vous êtes un gros blanchisseur, investir massivement dans des objets que vous allez exporter et ensuite la revente va permettre d'équilibrer les comptes. Bon. Ça, pour les compliance officers, c'est du pain béni. Parce que vous avez des boîtes, de l'import-export, de la logistique, de la revente, du profit, etc. Le tout, tout à fait, dans des secteurs en plus qui sont souvent mal maîtrisés, parce que l'objectif, c'est pas de faire du commerce, l'objectif, c'est de déplacer de l'argent. Exactement. Donc voilà, donc on a eu des cas, je pense souvent à cet exemple-là, le type avait décidé d'investir dans les crevettes, il ne connaissait rien en crevettes, il s'en foutait d'envoyer des crevettes, qu'elles soient congelées, fraîches, machin, truc. Il fallait une justification documentaire, un mouvement de marchandises, et puis derrière, des retours. Bon, et ça, en fait, c'est très intéressant. Il y a tout un tas de business comme ça, dont une étude relativement rapide permet de voir que, en fait, ça ne dégage pas vraiment de profit. Alors, pourquoi le font-ils? tout à fait. C'est vraiment là, il y a des choses à faire. Je crois que les pistes d'amélioration, si vous voulez, oui, bien sûr, la coopération, l'échange, le public prêt, tout ce qu'on veut. Bon, ce sera toujours vrai, on va pouvoir le dire encore pendant 20 ans, mais c'est identifier quels sont vraiment les grands axes, ceux qui font du sens. Alors, si je dois choisir entre la crypto et le cash, je prends quoi? Le cash. Si je dois choisir entre des gens qui sont installés je ne sais pas, dans la banlieue de Saint-Étienne ou un très gros opérateur qui opère en France et qui manipule des milliards depuis. J'ai bossé sur un gars, il avait son officine de blanchiment intégrée à la bourse même de Beyrouth dans les locaux. Voilà, bon, c'est un type qui était intéressant parce qu'il faisait aussi du financement terreau pour le Hezbollah. Bon, alors qu'il trafiquait par ailleurs la cocaïne. Donc, ça permet de faire des. Ben voilà, ça c'est une cible intéressante qu'on va pouvoir suivre et qui va permettre ensuite derrière de démanteler vraiment des réseaux, parce qu'on ne fait pas non plus lutte anti-blanchiment dans le but exclusif de saisir de l'argent. La saisie de l'argent, c'est la cerise sur le gâteau. L'intérêt, c'est de démanteler des réseaux, de comprendre quels sont les mécanismes de dépendance qui les lient, et puis aussi en travaillant sur les blanchisseurs, c'est-à-dire des gens, les fameux enablers que Abdelak évoquait, que nous on appelle les facilitateurs, c'est vraiment la même chose, essayer de comprendre quel est leur réseau, donc dans une certaine mesure même les laisser vivre un certain temps pour voir qui sont les gens qui font appel à leur service. Il y a 1000 choses à faire et rassurez-vous quand même, 1000 choses sont faites. Il ne faut pas donner non plus le sentiment qu'on est là à attendre éventuellement une révélation. Les choses se font. Elles pourraient se faire sans doute, mais c'est valable dans une foule d'autres sujets, en cyber, partout ailleurs, avec de façon plus coordonnée,
plus agressive, et puis surtout, encore une fois, avec des moyens accrus, parce que c'est pas par pure jalousie que je mets en regard ces quantités énormes d'argent qui sont déversées sur la compliance bancaire par rapport aux sommes qui sont effectivement disponibles pour traiter des dossiers. Parce que si on n'avait que 10% des compliance officiers qui avaient choisi la police judiciaire ou la magistrature, et qui ont eu la possibilité de le faire, on serait renforcé, à mon avis, de manière assez conséquente. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en face de cette armée de compliance officers, combien y a-t-il de magistrats et de policiers? Exactement. Mais pour le coup, cette question des moyens, et je rejoins, et je serais moins catégorique, et je serais pas plutôt d'accord, mais je trouve qu'il y a, comme le dit Alim, un sujet ensuite qui, autour des décideurs politiques. On fait le constat, et c'est rageant de voir que les services spécialisés, policiers, gendarmes, magistrats, font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Et clairement, ils n'ont pas assez de moyens. Si on considère que c'est vraiment une priorité, je ne veux pas tomber loin de moi l'idée de trop simplifier ou de tomber dans du populisme, mais si le mal qui est fait par ces réseaux criminels est tel, et moi je suis d'accord lorsque j'entends dire que à un moment donné, c'est même notre état de droit et notre démocratie qui est déstabilisé. Donc on est d'accord, le constat il est alarmant. Bon, mais et je dis pas qu'il suffit de mettre des moyens, mais la première étape, quand même, ce serait de retrouver la traduction de ces mots très très forts dans la question des moyens humains et des moyens financiers au service d'enquête. Et c'est vrai que du coup, moi, sur la suite, si on se projette un petit peu, à mon petit niveau, je suis assez un peu pessimiste quand même. Et je rejoins ce que vous disiez, Quentin, parce que moi, à un moment donné, j'ai l'impression que même il y a un risque que nos révélations, les articles, leur multiplication sur un sujet d'importance se retournent contre nous dans la manière dont ils sont reçus par le grand public. On nous dirait, mais je comprends pas, c'est le énième projet international sur de la fraude fiscale, mais c'est pas fini la fraude fiscale ou c'est pas fini le blanchiment. Et du coup, ça renforcerait l'idée que quoi qu'on fasse, quelles que soient les révélations, les dénonciations, on continue à vider l'océan à la petite cuillère. Et vous l'avez dit, Quentin, l'aspect international, c'est-à-dire qu'on peut toujours discuter de à quel point on peut s'améliorer en France, dans un village global, comme dirait l'autre, à un moment donné. Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup de Dubaï. Admettons que allez, dans 5-10 ans, Dubaï se mette à la hauteur et au niveau en termes de lutte contre le blanchiment. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir émerger un nouvel Eldorado avec un nouveau pays qui part de zéro, qui a besoin pour son développement économique et donc pour sa survie. Donc c'est un enjeu d'accueillir des fonds, des capitaux du monde entier, quelle que soit son origine. Eh ben, on sera de nouveau face à cette question-là de pointer du doigt un C'est pays. déjà le cas, hein. Ben voilà, donc on parle déjà C'est déjà d'autres le cas pays. parce que Dubaï coopère, en fait, maintenant. Mais ben, je suis Alors, tout à est-ce que fait. Dubaï coopère tant que ça? Parce que du coup, quand on voit les chiffres de réponse à des demandes. Ah, ça dépend, parce que je me rappelle à l'époque de Virus, j'avais dit, ah ouais, il faut absolument que j'aille à Dubaï. J'y étais allé d'ailleurs, hein, faire des paires. On m'a dit, ouais, Dubaï ne répond pas, ils font rien. Du coup, j'ai demandé au service de bureau d'entraide internationale, mais combien on a envoyé de demandes ces 5 dernières années? Réponse zéro. Alors, du coup, forcément, ils ne répondaient pas. Mais depuis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de demandes. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais d'une façon générale, on peut dire qu'on est quand même sur vraiment un mieux. Mais après, c'est Dubaï. Il y a 7 Émirats aux Émirats Arabes Unis. Je ne suis pas certain que El Ain fonctionne aussi bien. Enfin, voilà. Mais je suis totalement d'accord avec tout ça. Bon, Bon, c'est. je note qu'il faudra faire un webinaire sur Dubaï, hein, visiblement. Parce que... Non, mais parce qu'il n'y a pas que Avec Dubaï. Mais c'est plaisir. vrai. Non, mais pourquoi Dubaï? Parce que c'est pas parce que Dubaï, en fait, bon, évidemment, ils sont. Il y a tous les poncifs habituels, de la finance traditionnelle et la finance internationale, etc., etc. Ce qu'il y a surtout, c'est que le blanchisseur de niveau 1, parce que je reviens sur mon histoire de revente de contrats de blanchiment, parce que c'est le cœur du sujet, en fait. Il a besoin d'habiter près de ses clients. Où sont les trafiquants internationaux? Ils s'y sont installés pour une foule de raisons. Ben là, donc en fait, les gens habitent là, mais il y a d'autres hubs. Hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher des endroits si exotiques. Hein. Vous pouvez aller à Londres aussi. Hmm. Tout à fait, tout à fait. Alors, il nous reste 6 minutes. On avait promis qu'on allait garder ce temps-là pour les questions-réponses. Mustapha, tu m'aides à les balayer parce qu'on en a quelques-unes. Donc, ceux qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas.
Alors, on a On a quelques-unes que j'ai traitées directement durant les échanges, mais il y en a d'autres qui se sont... donc il faut former différemment nos services de police et enquêteurs, sans compter la protection des journalistes qui investiguent et qui enquêtent. Est-ce qu'il faut former différemment nos services de police et enquêteurs, Quentin? Non, mais ceci, c'est un vrai sujet parce que c'est pareil, on claque pas des doigts et on se retrouve pas avec 2000 enquêteurs financiers comme ça au bout d'un mois et demi, quoi. C'est-à-dire que, et c'est pareil pour les magistrats. Donc, il faut rendre effectivement ces filières-là attrayantes. Parce que si la perspective, si vous voulez, qui vous guette, si vous décidez comme ça que vous prenez un matin, vous vous réveillez, vous êtes policier, vous dites bon sang, mais c'est l'argent qui est à l'origine de tout ce crime, je vais m'y attaquer. Bon, et que la perspective, c'est de se retrouver noyé sous 3 smirmorgues de documents à étudier, si vous voulez, évidemment, ça ne suscite pas forcément l'évocation, même si en réalité, ce n'est pas le cas. Moi, dans mon groupe, j'étais chef de groupe à l'OCRGDF, vraiment blanchiment. La plupart de mes collègues, en fait, travaillaient sur les mécanismes que je décris là, et la plupart n'ont même jamais vu un compte bancaire. Mais dans l'imaginaire même policier, ça va être un travail fastidieux, long, etc. Ce qui, d'ailleurs, souvent est une des causes du manque de coopération, parce que les gens se disent ah là là, je suis au stup, j'ai pas envie de ralentir mon enquête Hmm. avec des investigations financières, alors que dans les faits, ce n'est pas le cas. Hein. Mais en tout cas, c'est l'idée, si vous voulez, qui prévaut. Puis après, il y a tout un tas de blocages mentaux. Il y a une espèce de hiérarchie non dite des services en termes de prestige. Hein, donc, voilà. Donc, non, je pense que de la formation, oui, il en faut, mais il en faut dans toutes les matières. C'est pas spécifique aux financiers. Ce qu'il faut, c'est une vraie filière, à mon avis, hein, qui existe, hein, mais la développer. Et puis expliquer que. En fait, le problème, si vous voulez, pour résumer, je vais pas. C'est quand même un peu ennuyeux que on se désintéresse du mobile du crime. Oui. Hmm. C'est parce que arriver comme ça en disant ah là, il y a des aspects financiers, ouais, mais financiers, j'y comprends rien. Bah ouais, enfin, c'était le mobile, quoi. Oui. Dans un meurtre, on s'intéresserait. Après, il y a une espèce comme ça de sentiment que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, etc. Parce que c'est vrai que si je vous dis, tiens, Monsieur X a volé sa voiture à Monsieur Y, bon, c'est pas difficile à comprendre. Il y a un type qui avait une voiture, on lui a pris, c'est Monsieur X le coupable. Très bien. Meurtre, pareil, voilà, où est la victime, tac, tac. Blanchiment d'argent, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va être alors qu'en fait, non. Il existe une multitude de situations qui peuvent être appréhendées. Je pense que les collègues sont parfaitement, et le font, hein, en mesure. Simplement, c'est vrai que, comme le soulignait Abdelak, il y a une massification du contentieux et qui est en fait liée, c'est très simple, c'est mécanique. Comme c'est le mobile du crime, 9 fois sur 10 au moins, et comme on a quand même une inflation du contentieux, criminel, délinquant, etc., bah, mécaniquement, le nombre de dossiers qui doit être traité eh ben, augmente. Et voilà. Et il n'y a pas nécessairement toujours et en tout lieu les moyens nécessaires pour le faire, surtout quand ça devient international et donc complexe. La question Alors, de la formation, elle peut aussi se poser pour nous, journalistes, où en fait on est sur des phénomènes qui se sont, avec le temps, complexifiés. Et c'est vrai que je ne suis pas sûr que l'adaptation, que ce soit par la justice spécialisée, services d'enquête compris, ou même de la part des journalistes, ait été au même rythme. Sur la fraude fiscale, je caricature à peine, mais c'était facile de traiter des sujets où la personne se rendait en voiture à Genève et revenait avec son argent liquide en France. Ça s'est complexifié. Et c'est vrai que par exemple pour nous, journalistes, où notre rôle c'est quand même de raconter le réel, et bah, du coup on est obligé de se mettre aussi à jour et ne pas lâcher ces dossiers-là parce qu'ils se seraient complexifiés. Parce que c'est vrai que, alors que il peut y avoir, même chez les journalistes, un réflexe de dire c'est bon, c'est devenu trop compliqué, il y a un coût d'entrée qui est tel qu'on ne va pas y aller, alors que pour le coup, c'est absolument nécessaire. Sinon, c'est prendre énormément de retard. Et je pense que la question, elle se pose aussi pour les services d'enquête. Après, en termes de formation sur les services d'enquête et les magistrats spécialisés, moi, j'ai la chance d'intervenir dans plusieurs formations à l'École nationale de la magistrature, dans le cadre de formations continues, à laquelle participent des magistrats, mais aussi des enquêteurs. Et c'est vrai que, par exemple, sur ce que je vous disais, nous, le, l'open source, les données en source ouverte. Aujourd'hui, sur Internet, si on peut se saisir de jeux de données qui sont même en ligne sur les sites gouvernementaux, hein, sur data.gouv.fr,
En matière immobilière, par exemple, nous, on a fait énormément d'articles et révélé et trouvé des sujets d'intérêt qui se sont traduits par des enquêtes judiciaires en travaillant à partir de jeux de données, notamment le fichier des locaux et des parcelles des personnes morales qui liste la totalité des propriétaires, donc personnes morales en France. Mais c'est une mine d'informations. Mais il faut prendre le temps, il faut avoir l'envie d'aller regarder, etc. Donc je pense que la formation, c'est aussi l'acculturation à des méthodes qui semblent enfin, qui sont pas dans le scope et dans la culture. Et la question, c'est aussi la rapidité avec laquelle on met à jour, on met à jour les supports de formation, hein, tout bêtement, pour qu'ils collent le plus possible à la réalité. Sinon, on prend du retard sur les criminels. Pour ça, c'est vrai qu'il faut se former. Virus, on le sort essentiellement aussi parce qu'on a réussi à récupérer toute la base de données du registre de commerce panaméen. Et c'est comme ça qu'on trouve en fait les bénéficiaires et qu'on identifie les gens, etc. Mais ceci dit, et pour être tout à fait honnête, j'ai des collègues qui sont en désaccord total avec moi sur mon opinion sur la crypto et qui me disent, c'est pas qu'il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de dossier, pas beaucoup, mais en fait, c'est juste qu'on ne le trouve pas parce qu'on n'a pas suffisamment de gens qui sont capables de le trouver et on trouve ce qu'on cherche. Et dans le dossier d'Arc-Bank, ce qui était passionnant, moi, à découvrir sur le travail d'enquête, c'est un travail de... un jour, un magistrat m'avait dit ça, mais en fait, vous faites un travail de bénédictin. Et j'aime bien cette image de dire, en fait, bah oui, c'est pas des métiers qui se font en tenue d'apparat, en queue de pie, mais c'est en bleu de travail. On se relève les manches et puis c'est pas sexy du tout. Ça demande beaucoup de temps. On s'éclate les yeux face à son écran, etc. Et c'est un peu ce qui a été fait dans le cadre du dossier d'Arc-Bank où, à un moment donné, grâce à SkyICC, on découvre que les suspects s'envoient directement des photos des transactions en crypto-monnaie avec les noms les références des comptes. Bah, encore faut-il, du coup, chercher opération par opération, étape par étape qui est derrière le portefeuille, où est ensuite passé l'argent pour essayer de trouver qui est l'utilisateur ou plutôt le bénéficiaire final. Donc c'est ingrat en fait, c'est ingrat, ça peut être rebutant, chez les journalistes aussi, hein, ça peut être rebutant, mais moi je suis persuadé que c'est un passage obligé. Sinon on abandonne et oui, et on abdique en fait. Exactement. Ben, messieurs, on arrive à la fin de ce webinaire. En tout cas, ce fut passionnant, captivant, comme toujours avec vous. Je vous remercie. Juste une petite annonce, donc il y aura bien évidemment, comme on l'a mentionné en préambule, on va essayer d'organiser un webinaire chaque mois. La thématique, on ne l'a pas encore choisie avec Mustapha, on va voir, entre l'IA, Dubaï, ou même Le choix est large. Acte 2 avec Quentin et Abdallah, qui a tellement de choses à dire. En tout cas, on vous remercie chaleureusement, que ce soit à la fois aux intervenants et puis aux participants. On a essayé de répondre à l'ensemble des questions. Et puis, ben, je vous remercie. Je pense qu'on Merci a fait le beaucoup. tour. Merci beaucoup. Passionnant, Merci. merci beaucoup, messieurs, et au À bientôt. plaisir. Bonne soirée. Merci à vous. Merci, Au hein. revoir. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir.